Allez, on respire, on se relaxe. Qu'est-ce qui se passe là? Vous vous sentez mal? On se détend, on se calme. Ah, vous êtes énervé, c'est ça? Non, j'essaye simplement de démarrer un épisode zen. Ah, pourquoi on parle plus de musique et de cinéma? Mais on va en parler, je veux juste qu'on soit zen là, c'est pas compliqué, zen, vous comprenez? J'avais raison, vous êtes quand même un peu énervé. Hein. Aujourd'hui, direction le pays du soleil levant pour un morceau simple et doux amer, une musique sublime et peut-être même parfaite. Ouais, l'autre, tout de suite les grands mots, ça existe pas la perfection. Pourtant, vous allez voir que dans son genre, dans sa réflexion et dans sa construction, One Summer's Day n'en est peut-être pas si loin. D'accord, et c'est quoi One Summer's Day? C'est le thème principal d'un chef-d'œuvre de l'animation nippone, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation et aussi de l'Ours d'Or à Berlin. Il s'agit du Voyage de Chihiro, signé Hayao Miyazaki. Alors il faut savoir que le 8e film de Hayao Miyazaki a bien failli ne jamais voir le jour, car l'année 1997 s'annonce comme celle où souhaite partir à la retraite le maître de l'anime. Alors un anime, c'est une œuvre d'animation en provenance du Japon, pour info. Juste après l'immense succès de Princesse Mononoke, Miyazaki veut rendre son tablier, fatigué par des années de production éreintantes. Ouais, ça va, et à 56 ans, il peut encore bosser un peu, hein. Et en plus, il a pas toutes ses annuités. C'est un drame qui le fait changer d'avis, car celui que tout le monde considère comme son digne successeur, le chef animateur Yoshifumi Kondo, décède brutalement et Miyazaki ne se sent pas de laisser à l'abandon son studio emblématique, le studio Ghibli. Alors on dit Ghibli. Ouais, faites pas genre vous parlez japonais. Hein. Miyazaki rempile et souhaite dès lors faire un film sombre destiné aux jeunes adultes. Miyazaki à ce moment-là, il tourne un peu en boucle sur des sujets hyper fun comme la guerre, la destruction, la désillusion écologique. Super fun. Mais son producteur s'oppose à la noirceur et veut quelque chose de plus lumineux. Et puis il veut surtout que le studio retrouve son public d'enfants, celui qui avait adoré Mon voisin Totoro et Kiki la petite sorcière. Miyazaki se souvient alors d'un livre jeunesse, La Cité des Brumes oubliées, et décide de s'en inspirer. Ah oui, il s'en inspire même bien comme il faut, puisqu'il reprend carrément l'histoire de la jeune fille perdue dans un village mystérieux peuplé de personnages étranges. Oui, enfin, à la différence du livre, Miyazaki souhaite explorer des thèmes plus profonds, plus existentiels, plus sombres. Non mais on lui a dit non avec le sombre, faut arrêter avec ça, on lui a dit un film lumineux pour les mômes. Ben lui, il préfère s'adresser aux préadolescentes. Ah oui, bien sûr, les Japonais et leur fameuse obsession pour les jeunes filles. Mais arrêtez enfin, vous êtes fous quoi là. Oula, zen, rappelez-vous, zen. Miyazaki constate simplement qu'il existe peu de récits pour les préadolescentes. Bah quand même, il y a plein de romances à l'eau de rose. Et justement, il y a que ça, et Miyazaki veut leur offrir une alternative, une aventure grandiose avec une héroïne de leur âge, une fillette ordinaire confrontée à l'extraordinaire. J'ai voulu leur dire à travers ce film, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre monde. En tout cas, il a l'air d'avoir une idée bien précise de ce qu'il veut. Alors il faut le dire vite, car comme à son habitude, Miyazaki ne commence jamais par rédiger un scénario complet. Il se laisse envahir par l'inspiration. Il a bien sûr son idée principale, mais il commence tranquillement par dessiner des scènes, des personnages, des lieux, bref, il y va à son rythme. Moi c'est pareil, quand ça vient pas, je vais dormir. Tiens d'ailleurs, vous restez. Alors la méthode très relaxe de Miyazaki rend certes la production plus lente et plus complexe, mais elle permet aussi une plus grande liberté créative. Oui, le film respire en quelque sorte, il se découvre au fur et à mesure par lui-même. Absolument, raison pour laquelle Miyazaki contacte toujours très tôt sur ses projets son compositeur attitré. Chaud quand même pour Hisaishi de faire toute une BO sans film et sans scénario. Alors au départ, il ne compose pas la BO en entier, sa tâche est plutôt de capturer l'atmosphère du film, de guider le ton, la couleur et le rythme des images. Oui, et puis après une vingtaine d'années à bosser avec Miyazaki, Hisaishi doit commencer à savoir ce qu'il veut, le maître de l'anime. 6 films en collaboration, c'est vrai que ça crée des liens, mais pour autant, chaque projet reste différent et leur relation se veut celle de deux artistes complémentaires. Ah oui, chacun se nourrit de la créativité de l'autre.
l'autre. C'est ça, et dans un premier temps, Miyazaki donne toujours à Hisaishi des indications sous forme d'impression. Tu vois, faut que ça sonne hyper sombre, quelque chose de méga déprimant, parce que moi j'aime pas quand c'est lumineux, tu vois. En l'occurrence, pour Chihiro, Miyazaki veut parler de transition et d'une transformation, celle de l'enfance qui bascule dans l'adolescence. Ah bah super les indications, on va faire une musique avec ça, toi. Il veut également une musique accessible à tous, intemporelle et qui se fond dans l'image sans l'écraser. Ça va, c'est tout? Non, il demande aussi une musique qui apaise, qui rassure et qui laisse planer un certain mystère. C'est plus des indications là, c'est le dictionnaire des émotions. Hein. Et pourtant, figurez-vous que ça parle à Joe Hisaishi. Il se dit qu'il lui faut trouver non pas un thème d'ouverture, mais une porte émotionnelle ouverte sur le film. Je comprends pas, c'est des mots choisis au hasard ou quoi là? Soyez pas si terre à terre, faites un peu appel au poète qui sommeille en vous. Baudelaire, Rimbaud, Maître Gims, venez à moi. Alors avant toute chose, Joe Hisaishi décide de s'imprégner du Monono Aware. Oh là là, mais on va où là? Littéralement, cela veut dire la sensibilité aux choses. C'est un concept japonais qui exprime la beauté fragile des choses vouées à disparaître. Ouais, en gros, c'est l'art de l'éphémère. Ah tiens, j'ai compris. Les fleurs de cerisier sont d'autant plus belles qu'elles ne durent qu'un instant. C'est l'exemple typique du Monono Aware. C'est comme une douce mélancolie, une sorte d'émerveillement teinté de nostalgie. Et c'est ça que Hisaishi veut mettre en musique. Oui, car c'est pour lui l'essence même du voyage de Chihiro. Au début, cette fillette s'accroche à ce qu'elle connaît, refuse tout changement et a peur de tout ce qui bouge. Puis, dans le monde des esprits, elle apprend à laisser aller, à perdre ses repères. Son périple est donc un apprentissage du temps qui passe où elle découvre cette fameuse beauté fragile des choses qui s'en vont. Des choses comme son enfance qui ne reviendra plus. Exactement, et c'est dans cet esprit que Joe Hisaishi imagine le titre du thème qui servira de pierre angulaire au film One Summer's Day. Un jour d'été en anglais, mais en japonais c'est Ano Natsue si je ne m'abuse. En effet, ce qui veut plutôt dire vers cet été-là, un retour vers cet été-là. Ok, c'est joli, mais je vois pas le rapport avec la mélancolie douce là, je sais pas quoi. Pour Hisaishi, l'été est une saison lumineuse mais brève, tout comme l'enfance. Ouais, d'accord. Et puis c'est généralement un souvenir chaud qui s'efface doucement mais continue d'éclairer le présent, comme Chihiro qui quittera l'enfance à la fin du film tout en gardant un souvenir ému. Acha, ouais, d'accord, c'est waouh. C'est très poétique en effet, et maintenant que Joe Hisaishi a trouvé la bonne philosophie, il lui faut maintenant la mettre en musique. Ah bah oui, tiens, avec tout ça, on avait presque oublié qu'il fallait des notes. Et comme la musique qu'il veut créer cherche davantage à émouvoir qu'à raconter, Joe Hisaishi a l'idée de se tourner vers... Voilà, je sens que ça va être encore un truc japonais que je vais pas comprendre. Rassurez-vous, pas du tout, Joe Hisaishi a l'idée de se tourner vers l'école française impressionniste. Alors là, pardon, mais c'est vous qui yoyotez, hein. Les impressionnistes, c'était des peintres. Monet, Renoir, ça vous dit quelque chose? Vous avez raison, mais il existe aussi l'impressionnisme musical. Ravel, Debussy, Satie, ça vous dit quelque chose? Je finirais bien par vous apprendre un truc. En peinture, les impressionnistes ne représentaient pas des formes précises, mais des moments fugitifs, des jeux de lumière, des atmosphères. Et d'ailleurs, ils se sont pas mal inspirés des estampes japonaises, là, dans la manière d'utiliser la couleur et dans la manière de toucher la toile avec le pinceau, là. Tic, tic, tic. Ah oui, c'est vrai. Et donc la boucle est bouclée, puisque cette fois, là, visiblement, c'est un japonais qui s'inspire des impressionnistes. C'est marrant, non? Ah oui, c'est vrai. Et ben voilà, boum, moi aussi, je vous apprends un truc, allez enchaîner, là. L'impressionnisme musical, c'est comme l'impressionnisme pictural. L'idée est de suggérer et non d'imposer, de peindre avec des sons et de manière épurée des ambiances et des atmosphères. Debussy disait la musique est faite pour l'inexprimable. Bon, ça d'accord, j'en savais rien, je viens de le lire sur Wikipédia. Et pour mettre en musique des atmosphères, Debussy et autres Satie avaient recours à des accords dits enrichis. Ouais, c'est des accords pleins de pépettes. Mais pas du tout, un accord enrichi. Oh, mais je sais, ça va, c'est justement ce qu'Hisaishi utilise dans son morceau. Le premier accord, par exemple. À la base, c'est un simple accord de 4 notes appelé Fa majeur 7. Et bien cet accord, il l'enrichit d'une 5e note, un Sol. Un accord enrichi qu'Hisaishi, c'est marrant, un accord enrichi qu'Hisaishi va déstructurer. En gros, il monte d'un octave 3 notes de cet accord pour obtenir... Et rien qu'en faisant ça, Hisaishi obtient une sorte d'accord flottant d'où se dégage immédiatement une lumière et une douceur et aussi une certaine mélancolie. Et là, on n'en est qu'au premier accord. Oui, parce que Hisaishi ne s'arrête pas là. Les 3 accords qui suivent prolongent ce mouvement et décrivent, tenez-vous bien, tout ce que sera le voyage de Chihiro. Le deuxième accord glisse vers une petite ombre, une inquiétude. On sent que cette histoire ne sera pas toujours simple et joyeuse. Puis arrive un accord plus stable qui pose un peu la situation. C'est un peu le nouvel équilibre que Chihiro finira par trouver dans son périple. Et enfin vient le dernier accord, sans doute le plus beau.
Au lieu d'apporter une réponse aux 3 accords précédents, Hisaishi préfère soulever une nouvelle question, une inconnue. C'est exactement ce que vivra Chihiro à la fin du film. Elle retournera dans le monde réel, mais ne sera plus la même. Elle a compris la fragilité des choses, on le rappelle, le fameux Mono no Aware. Elle a grandi, un nouveau chapitre de sa vie s'ouvre à elle, tout continue, mais autrement. Le plus incroyable, c'est que ce court prologue raconte déjà symboliquement toute l'aventure du film en seulement quelques notes. Et le reste du morceau alors? On reste dans l'émotion du récit puisque tout ce qui suit reprend de nouveau tout le parcours de Chihiro. La petite mélodie évoque l'émerveillement et la découverte. C'est Chihiro qui visite au début le monde des esprits, hésitante mais fascinée. Puis la mélodie s'élargit et s'impose. C'est Chihiro qui commence à s'adapter, à prendre des responsabilités. Arrive alors le pont où la mélodie laisse place à une progression harmonique plus lente. Moment de réflexion pour Chihiro qui prend conscience de ce qu'elle traverse, accepte le changement et la fragilité des choses. Et puis la mélodie revient, mais cette fois revisitée, plus riche et plus affirmée. Chihiro mûrit, devient plus forte et consciente du monde qui l'entoure. Et enfin le morceau se clôture comme son introduction par un dernier accord suspendu. Chihiro revient dans le monde réel, transformé, mais avec le monde des esprits dans son cœur. Rien qu'avec One Summer's Day, Joe Hisaishi a respecté tout le cahier des charges de Hayao Miyazaki. Balèze parce qu'il fallait le décrypter, le maître de l'anime. Mais il a aussi parfaitement compris et synthétisé tout le voyage de Chihiro, des hésitations aux émerveillements en passant par la peur et la maturité. C'est juste parfait. Ah bah vous voyez, vous aussi vous parlez de perfection maintenant. Oui, non, ce que je voulais dire c'est plutôt que One Summer's Day est une mélodie parfaite, non pas parce qu'elle est techniquement irréprochable, mais plutôt parce qu'elle atteint l'équilibre rare entre simplicité, émotion, universalité et intemporalité. Et encore, on ne parle pas de toute la BO qui regorge d'autres pépites telles que The Six Station. Une pièce encore une fois simple en apparence, mais dans le fond très dense et bouleversante de justesse. De quoi insister un peu plus sur le fait que chez Hisaishi, la musique ne s'écoute pas vraiment, elle se vit. Oh, arrêtez, vous allez me faire chialer là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sympa ce petit voyage au cœur du génie de Miyazaki et d'Hisaishi. Si cette parenthèse zen vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations musicales. Et puis laissez un commentaire, la personne laisse de commentaires, ça aide la chaîne à continuer son aventure. D'ailleurs, je serais curieux de savoir laquelle des musiques de Joe Hisaishi vous touche le plus. Et moi, qu'est-ce que vous prenez au petit-déj? Bah si, ça m'intéresse. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma. Arigato gozaimashita. Matane.